Bonjour tout le monde, bienvenue à PSF 3.4.2, motivation et émotion. On est au cœur de questions par rapport à la biologie de biologie de l'émotion, de la motivation, si on veut, en considérant que émotion et motivation peuvent vouloir dire des centaines de millions de choses, mais en tout cas. Et dans le dernier vidéo, si je me souviens bien, je vous ai parlé, premièrement, de ce que veut dire vraiment la question où se situent les émotions dans le cerveau. Et plus précisément, dans le fond, l'argument que je voulais faire, c'est que c'est une très mauvaise question et qu'il y a façon de poser une meilleure question, qui est comment différentes régions du cerveau à différents niveaux contribuent contribuent à la composante neurologique de la réponse émotionnelle. Okay? Et ensuite, on a vu différents problèmes, différents enjeux de santé au niveau du cerveau qui peuvent nous renseigner sur le rôle du système nerveux central dans les émotions. Et on a vu par la suite différentes stratégies aussi qu'on peut utiliser, différentes méthodes qu'on peut utiliser pour mesurer, différentes technologies, souvent ça revient à ça, pour mesurer mesurer l'activité dans une certaine région du système nerveux central / cerveau, lors d'épisodes émotionnels ou pour peut-être stimuler un épisode émotionnel dans une certaine en stimulant électriquement une certaine région du cerveau et ainsi de suite. Okay? On a parlé de ça. Maintenant, je veux aborder très largement la question au niveau neuroanatomique, ce qui veut dire si on commence de manière le plus large possible, quelles sont certaines structures relativement larges qu'on connaît bien en neuroanatomie qui seraient impliquées dans le fait que les êtres humains ont des émotions, okay? Qui contribueraient à des réponses émotionnelles. Mais il y a plusieurs structures. Okay? Le premier que vous avez probablement déjà entendu, dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est le système limbique. Okay? Le mot limbique, je crois, vient du mot latin, je pense que c'est lim, je ne vais pas dire c'est quoi la fin, mais c'est lim quelque chose qui fait référence à blanc. Et c'est parce que le système limbique il y a quelque chose qui est dans les neurones de ce système-là, probablement qu'ils sont très myélinisés, ces neurones-là, qui fait en sorte que ces structures-là ont l'air un peu plus blanchâtres, je pense, que le reste, que d'autres parties du cerveau. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le système limbique. Si je ne me trompe pas, là. Nullement important, peut-être même pas intéressant. Intéressant pour moi, mais en tout cas. Donc, le système limbique, il inclut des structures comme l'hypothalamus, okay, que l'on voit. Donc, ici, on a un cerveau modélisé. L'hypothalamus, c'est la structure orange foncé ici, là, plutôt large. Okay. L'hippocampe, c'est, si je ne me trompe pas, ce genre de truc-là ici. Okay. L'amygdale, ici, au bout de l'hippocampe. Okay. Amygdale, encore là, je ne sais pas pourquoi, j'aime l'histoire des mots, j'aime l'étymologie. Amygdale, ici, vient du latin amygdala, qui veut dire amande, comme une amande, là, comme quand on mange des amandes. Et c'est parce que ça avait la forme un peu d'une amande que les gens ont appelé ça amygdale. Okay? À ne pas confondre avec les amygdales que vous avez dans la gorge en passant, puis on se fait parfois enlever en chirurgie quand on a une infection. Moins de nos jours, mais plus. Dans ma jeunesse, c'était quelque chose qui était assez courant. Donc, à ne pas confondre avec ces amygdales-là. Quand je vais parler des amygdales, je ne veux pas parler des amygdales qui s'enflent là, quand vous avez une irritation à la gorge ou quelque chose. Je veux parler des amygdales au sein du cerveau. Okay? Je parle de l'amygdale, mais en fait, on en a deux. Okay? Une de chaque côté. Et les noyaux septaux,
OK? Qui sont toutes des noyaux, c'est tout un regroupement de neurones qui se retrouvent dans cette région-là qu'on appelle le septum, OK, qui est ici. OK? Mais donc, ce système-là inclut ça, mais il y a d'autres, si on veut, structures qui rentrent dans ce système-là, dont le fornix, le gyrus singulaire, etc. Bon, pas besoin de savoir ça par cœur, mais certainement l'hypothalamus, l'hippocampe, l'amygdale et les noyaux septaux sont importants. L'hypothalamus, en passant, est relié avec toutes sortes de choses qui ont rapport à la motivation. Comme des besoins de base, OK? Quand on parle du désir sexuel, quand on parle de la faim, quand on parle de la soif, quand on parle de motivation de base comme ça, souvent l'hypothalamus est très impliqué là-dedans. Et on voit ça, par exemple, dans des études où des gens ont des blessures à l'hypothalamus et on voit qu'ils, par exemple, leur régulation au niveau de la consommation, les gens ne mangent plus du tout, ou bien certaines personnes vont manger tellement qu'ils vont devenir morbidement obèses. On peut faire ça expérimentalement chez des rats, entre autres, en causant des lésions dans leur hypothalamus, puis là, en constatant qu'ils n'arrêtent pas de manger. Comme, ils deviennent comme vraiment pathologiquement gras, là. Ou bien ils se reproduisent plus du tout. Ou bien ils veulent tout le temps se reproduire. Donc, il y a des trucs avec la motivation vraiment de base et que l'hypothalamus est très impliqué là-dedans. Okay? Mais l'hypothalamus, comme différentes régions du cerveau, est impliqué dans un paquet de trucs. Okay? Fait que les structures que je vous montre, c'est pas des structures de la motivation ou des émotions. Et la plupart des structures dans le cerveau contribuent à toute une variété de processus. Okay? L'hippocampe, vous vous souviendrez peut-être d'autres cours qui vous ont sujet que l'hippocampe, oui, ma petite flèche, okay, ici, appelé de cette manière parce que ça a un peu la forme d'un hippocampe, d'un cheval de mer. L'hippocampe est extrêmement importante dans la formation de nouvelles mémoires. Dans la formation de mémoire, et spécifiquement dans la formation de nouvelles mémoires. Fait intéressant, des données commencent à sortir, comme quoi faire de l'exercice physique régulièrement stimule la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe, ce qui pourrait donc avoir un impact sur l'apprentissage et la mémoire. Donc, faites votre exercice. De toute façon, vous êtes obligé de le faire, vous êtes au collège. Moi, je ne suis pas obligé, mais je m'entraîne quand même par choix. Pas pour améliorer mon hippocampe, mais c'est bon de savoir que ça peut aider à régénérer des neurones. Mais donc, les hippocampes l'hippocampe, puis on en a deux, un à gauche et un à droite, très important dans la formation de nouvelles mémoires et beaucoup relié aussi aux mémoires émotionnelles. Puis vous savez évidemment que si on parle émotion, mémoire, il y a vraiment un lien entre les deux. Les choses pour lesquelles on est très émotionnel sont très fortement encodées en mémoire. L'émotion peut vraiment avoir un énorme impact sur la mémorisation, sur l'apprentissage. Donc, ça fait du sens qu'une structure qui fait partie d'un système limbique impliqué beaucoup dans les émotions implique aussi des sous-structures, des composantes qui sont impliquées dans la mémoire. À ma connaissance, l'hippocampe aussi est extrêmement impliqué dans la navigation spatiale. Ça veut dire dans votre capacité à vous retrouver dans l'espace. Tu sais, les gens qui sont comme... tu peux les lancer n'importe où au cœur d'une ville, puis ils ont regardé une carte une fois, puis là, ils vont pouvoir te dire « Ok, là, je pense qu'on s'en va vers l'ouest. Là, si tu tournes là, il me semble qu'on devrait être à tel endroit. » Moi, je suis complètement nul à ça. Mais il y a des gens qui sont très bons avec ça, avec la navigation spatiale dans un environnement. Et je pense que l'hippocampe est extrêmement utile avec ça aussi. Puis on pourrait se demander, c'est quoi le lien avec les émotions? Ben c'est ça l'affaire, c'est que dans le cerveau, tout est regroupé d'une certaine manière et il y a des structures qui sont reliées aux émotions et qui sont aussi reliées à des choses comme la navigation spatiale. Et l'amygdale, on va beaucoup en parler de l'amygdale en fait, qui est ici, on va y revenir beaucoup. Mais donc, ces structures-là sont très importantes pour la motivation et les émotions, mais il ne faut pas comprendre par là, OK, voici deux choses que je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que la motivation et les émotions, c'est dans ces structures-là. Et je ne suis pas en train de dire non plus que ces structures-là sont des structures qui existent pour la motivation et les émotions.
Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des structures qui sont, on a remarqué, beaucoup impliquées dans la motivation et les émotions, dans le sens où si on les coupe, ou on les brise, ou il y a un problème qui vient interférer avec, ça va avoir un impact au niveau des expériences émotionnelles et motivationnelles des patients. Okay? Mais pas juste ça. Ça peut avoir un impact sur plein d'autres trucs, incluant la motivation et les émotions. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que est où la région pour les émotions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, je vais vous parler spécifiquement de l'amygdale, dont j'ai remis une représentation ici, puis en rouge, c'est l'amygdale. Donc, vous voyez, quand on regarde le cerveau de devant, on peut voir qu'il y a deux amygdales. Okay? De côté, mais on en voit juste une, évidemment. Et l'amygdale est, sans contredit, la partie la plus souvent étudiée dans les recherches sur les émotions. Si vous faites une recherche sur l'Internet où vous mettez émotions et cerveau, ou biologie des émotions, ou neurosciences émotions, il est garanti que 9 fois sur 10, vous allez tomber sur quelque chose qui parle de l'amygdale, ou des amygdales. Je vais juste dire l'amygdale en présupposant qu'on veut dire les deux. Okay? En réalité, je pense qu'ils appellent ça aujourd'hui le complexe amygdalien ou quelque chose comme ça pour faire référence aux deux. Mais moi, je veux juste parler de l'amygdale. Okay? Et ce que vous allez souvent voir sur l'Internet et dans différents documentaires et tout ça, c'est qu'on va souvent parler de l'amygdale en tant que le centre de la peur. Pourquoi? Ben, parce que c'est un peu... ça a l'air cool, c'est un peu sexy, c'est un peu attirant. On dit « Wow, il y a un centre de la peur, cool », tu sais. Mais la situation est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Oui, l'amygdale est impliquée dans la peur, mais elle est aussi impliquée dans un autre paquet d'autres trucs émotionnels, motivationnels. Et elle est aussi impliquée dans un paquet d'autres trucs qui ont nullement rapport. C'est dur de trouver des phénomènes psychologiques qui n'ont pas du tout rapport aux émotions ou à la motivation parce qu'on est toujours motivé ou d'une certaine manière émotionnel à propos de quelque chose. Fait que c'est dur de réfléchir à un phénomène cognitif ou psychologique qui n'aurait pas une certaine composante de motivation ou d'émotion dedans. Mais en tout cas, l'amygdale est impliquée dans d'autres phénomènes qui ne sont pas comme énormément émotionnel ou motivationnel, même s'il y a toujours une certaine composante. Parce que remarquez, dans la vie de tous les jours, veut pas, il y a toujours un certain baseline. Vous vous sentez toujours d'une certaine manière et vous êtes toujours un petit peu motivé vers quelque chose. Et donc, c'est très difficile de déconnecter l'émotion, la motivation d'autres processus psychologiques. Mais donc, l'amygdale a été très justement reconnu assez tôt comme étant un centre important. Maintenant, est-ce que c'est le centre de la peur? Non. Est-ce que c'est la seule structure? Non. Mais c'est une structure importante. Okay. Mais là, on pourrait dire, OK, donc l'amygdale est une structure importante quand on réfléchit à la neuroscience des émotions et de la motivation. Oui, absolument. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'amygdale, elle n'existe pas, elle, en isolation. Là. Elle n'existe pas de manière isolée. Là, l'amygdale elle-même est influencée par tout un paquet de différents éléments. Et c'est ça l'affaire. Il faut faire attention quand on pointe à des endroits du cerveau, si on pointe à une certaine structure, puis on se dit « Ah, cette structure-là est importante ». Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que toute structure dans le cerveau reçoit des informations de pas mal toute autre structure. Donc, si tu dis « Ah, telle structure X est importante », t'es-tu en train de dire que c'est la structure X qui est importante à cause d'elle-même ou qu'elle est importante parce qu'elle reçoit de l'information des structures A, B, C, D, E, F, G, et ainsi de suite? Donc, voyez-vous comment c'est toujours plus compliqué que ce qu'on peut penser. L'amygdale, elle, est influencée par différents éléments. Il y a différentes choses qui la rendent importante dans le monde des émotions et de la motivation. La première chose, c'est que elle a beaucoup de récepteurs de glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, c'est des hormones qui sont créées par que vous créez, qui voyagent dans votre sang
lorsque vous êtes stressé, on peut mesurer, une façon de mesurer votre état de stress, c'est de mesurer la trace de glucocorticoïdes, OK, dans votre sang. Ces glucocorticoïdes-là, à court terme, peuvent être utiles parce qu'ils peuvent mobiliser toutes sortes de ressources pour gérer le stress, puis, et ainsi de suite. Mais à long terme, ils sont très nuisibles. Ils peuvent même aller causer des changements au niveau de structures, certaines structures du cerveau, affaiblir certaines connexions et ainsi de suite. Donc, c'est l'idée ici que le stress, même le stress très aigu, à court terme, c'est correct. À long terme, c'est vraiment un problème. OK? Donc, des gens qui sont très, très stressés sur plusieurs semaines, par exemple, constamment, c'est vraiment un danger physique. Okay? Mais donc, l'amygdale, elle, une des choses qui l'influence, c'est qu'elle a un paquet sur elle de récepteurs qui peuvent gober d'une certaine manière ces glucocorticoïdes-là. Donc, quand le corps est stressé, il produit ces glucocorticoïdes-là, et cette amygdale-là a des récepteurs qui reçoivent ces glucocorticoïdes-là, puis ensuite, ça va permettre d'activer l'amygdale de différentes manières. OK? Elle a aussi beaucoup de récepteurs de testostérone, l'amygdale. La testostérone est une hormone qui, d'une certaine manière, est associée à l'agressivité, mais souvent pas comme les gens pensent là, que c'est, là, genre plus de testostérone égale plus d'agressivité, moins de testostérone égale moins d'agressivité. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. On va en parler plus tard de ça. Mais la testostérone est quand même impliquée à toutes sortes de trucs, à la dominance, mais aussi à l'agressivité. OK? Et l'amygdale a beaucoup de récepteurs de testostérone. L'amygdale reçoit aussi énormément d'informations d'informations par rapport à la douleur. Vous avez des neurones dans votre corps, vous avez des neurones qui sont pas mal dédiés à conduire de l'information par rapport à la douleur, ce qu'on appelle de la nociception. Noci, c'est un mot latin qui fait référence à douleur. Okay? Vous avez sur votre corps des capteurs, sur votre peau, ainsi de suite, dans différents endroits de votre corps, vous avez des capteurs de nociception qui captent la douleur. Ils réagissent à de la pression et des trucs comme ça. Et ils envoient de l'information, je pense, nociceptrice, donc de l'information de douleur à votre cerveau. Et une des structures qui reçoit cette information, il y a plein de structures qui la reçoivent, mais une des structures qui la reçoit, l'information de ces senseurs de douleur-là, c'est l'amygdale. Fait que l'amygdale va souvent s'activer en réponse à de la douleur. Maintenant, vous devriez faire le lien que très souvent, la douleur et la peur peuvent venir ensemble. On peut avoir peur d'avoir de la douleur. On peut avoir peur parce qu'on a mal. On peut avoir peur d'avoir mal. Des choses qui peuvent nous faire mal sont aussi des choses épeurantes. Donc, il y a un lien là, entre la douleur et la peur. Mais il y a aussi de l'information sensorielle qui est communiquée à l'amygdale, l'information visuelle, l'information auditive, etc. Et on va voir plus tard, je pense, mais je vais l'inclure tout de suite pour le fun, que l'amygdale reçoit de l'information sensorielle sous deux types. Il y a deux types d'informations sensorielles qui voyagent dans votre cerveau. Il y a l'information sensorielle qui est très détaillée, où est-ce que vous avez pris le temps de bien regarder un objet, par exemple, puis d'identifier ce que c'est, puis d'obtenir beaucoup d'informations visuelles dessus. Donc, il y a des fibres qui communiquent cette information à l'amygdale, mais il y a aussi des fibres, des neurones qui communiquent de l'information visuelle beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatique, où est-ce que, à la limite, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous voyez, mais de l'information est déjà passée à votre amygdale. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, imaginez que vous êtes dans la forêt, puis tout à coup, vous voyez quelque chose à terre qui ressemble à un serpent. Vous sursautez en une fraction de seconde, puis là, tout à coup, vous refocusez vos yeux, puis vous remarquez que ce n'est pas un serpent du tout, c'est un morceau de caoutchouc, par exemple. Okay?
vous avez eu votre réaction, votre cerveau a organisé votre réaction de sursaut avant même que, au niveau sensoriel, vous ayez de l'information assez claire sur qu'est-ce que c'est. Ça veut dire ça qu'il y a de l'information qui a été envoyée, entre autres, à votre amygdale, mais à d'autres parties aussi, pour déclencher une réaction de sursaut. Mais c'était de l'information visuelle, oui, mais assez brute, qui n'identifiait pas vraiment c'était quoi l'affaire. Et plus tard, arrivent d'autres informations visuelles qui est plus claires, que là, ça vous permet d'identifier exactement ce que c'est. Donc, et ça marche pour de l'information auditive, visuelle, etc. Donc, vous avez des fibres qui apportent de l'information sensorielle à l'amygdale. Et l'amygdale, elle transmet des informations aussi. OK? Donc, des fois, quand on dit qu'une structure est importante, comme je vous disais tantôt, des fois, quand on dit qu'une structure est importante, c'est pas nécessairement la structure elle-même de manière isolée, c'est plutôt quelle information cette structure-là reçoit qui la rend importante. Mais des fois, une structure est importante aussi, pas juste par quelle information elle reçoit, mais elle est importante par le fait qu'elle est connectée et qu'elle envoie de l'information à toutes sortes d'autres structures. OK? Et c'est le cas pour la majorité des structures, mais entre autres pour l'amygdale. L'amygdale transmet donc des informations à tout un paquet de régions, de structures. Je vais vous en nommer juste quelques-uns ici, mais elle envoie des informations au système nerveux automatique qu'on appelle le système nerveux sympathique. Vous avez probablement vu en psycho, en introduction à la psychologie, la différence entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est celui qui s'active lorsque tout est calme, tout est relax. Vous venez juste de manger, vous allongez pour digérer, puis c'est vraiment relax. La façon dont votre système nerveux agit dans cette situation-là, c'est le système nerveux parasympathique. Et le système nerveux sympathique, lui, s'active quand il y a du stress, quand vous êtes en danger, par exemple. OK? Ce qui est bizarre parce que sympathique, ça a l'air d'un mot comme un peu joyeux. Qu'il est sympathique, ce jeune homme-là, ou que cette demoiselle-là est sympathique. Mais vous ne voulez pas avoir votre système nerveux sympathique qui s'active parce que ça veut dire qu'il y a du stress et il y a possiblement de la douleur, du stress, du danger. OK? Mais donc, l'amygdale, elle transmet des informations à toutes sortes de composantes du système nerveux sympathique et d'une certaine manière, elle l'active. Mais elle est peut-être elle-même aussi activée par ce système nerveux-là. Donc, il y a comme un loop de feedback un peu, là. Mais elle envoie de l'information au système nerveux sympathique. Donc, on parle automatique, des choses que vous ne pouvez pas contrôler, là. Donc, on parle du rythme cardiaque, de la respiration, et ainsi de suite. De la piloérection, ce qui veut dire les poils qui se redressent sur votre peau, et ainsi de suite. OK? Elle transmet aussi des informations à toutes sortes de régions dans le cerveau qui provoquent le relâchement d'hormones de stress, incluant des glucocorticoïdes. Et oui, tantôt, j'ai dit qu'elle-même était sensible à des récepteurs de glucocorticoïdes. Elle avait des récepteurs de glucocorticoïdes, donc elle était sensible à la présence de glucocorticoïdes, mais en plus, elle envoie de l'information à des régions qui provoquent le relâchement d'hormones de stress, incluant les glucocorticoïdes, le cortisol, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un système complexe. C'est pas juste, c'est là où se passe la peur. C'est vraiment relié à toutes sortes d'autres trucs. C'est influencé par des trucs, mais en même temps, ça influence ces mêmes trucs-là. T'sais? C'est vraiment des boucles de feedback puis de feed-forward. Très impliqué aussi dans le cortex moteur. Donc, elle transmet des informations au cortex moteur. Okay? Le cortex moteur, donc, est toute une région du cerveau qui permet d'organiser le mouvement. Donc, ça serait bien qu'une structure qui est impliquée dans la peur, dans la douleur et tout ça, puisse influencer des structures qui sont impliquées dans le mouvement pour pouvoir dire au corps « Yo, pars en courant, c'est dangereux » ou « Enlève ta main du feu » ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait du sens que ça soit relié au cortex moteur. Et à toutes sortes d'autres structures aussi. OK? Et l'amygdale, donc, j'ai dit, très souvent, est reliée à la peur, mais elle est impliquée dans d'autres réactions aussi que la peur. Là. Mais souvent, on va voir faussement sur l'Internet, par exemple, ou dans des revues populaires, c'est le centre de la peur, très impliqué dans la peur, très impliqué dans l'anxiété. Oui, sans aucun doute. OK? Mais elle est impliquée dans un paquet d'autres choses.
Okay? Elle est aussi beaucoup impliquée dans l'agressivité, puis on parlera plus tard de ça, parce que je vais utiliser l'agressivité comme un exemple d'un état motivationnel et émotionnel. Okay? Parce que être agressif, c'est se sentir fâché, se sentir furieux. Okay? Donc, il y a une émotion là-dedans, mais c'est aussi être très motivé, être agressif. On est extrêmement motivé à faire des choses quand on est agressif. On est motivé à frapper, à mordre, à pousser, etc. Et on va parler plus spécifiquement de l'agressivité plus tard. Mais, donc, l'amygdale est très impliquée dans la peur, mais aussi dans l'agressivité. Okay? Et ça fait du sens. Parce que ces deux choses-là vont souvent ensemble. Parce que si vous pensez à un organisme qui est menacé, okay? Si vous êtes menacé, là, si vous faites face à une menace, la première chose logique, ça serait de partir en courant. OK? Ce qu'on appelle flight en anglais. Tu sais, le fameux fight or flight. Là. Mais s'il est possible de partir en courant, OK? C'est probablement préférable de partir en courant face à un prédateur. OK? Et dans ce cas-ci, la peur serait une meilleure réponse émotionnelle parce que la peur va vous motiver à partir, OK? En courant. Mais si vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas d'issue, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous faites face à un prédateur, là, la meilleure émotion à avoir techniquement, ça serait quelque chose qui a rapport à l'agressivité. Parce que là, vous ne pouvez pas partir en courant, donc votre seule solution, c'est de rester et essayer de vous battre. Donc ici, la fameuse réponse fight, du fight or flight, là, elle serait préférable. Et ce qu'on va voir, c'est que l'amygdale va s'activer dans la réponse de flight, de partir en courant. Elle va s'activer dans la réponse de fight, où la personne reste pour être agressive, pour se battre. Et elle dépend beaucoup du contexte. Okay? Ça dépend énormément du contexte. L'amygdale semble être flexible à différents contextes. Dans certains contextes, elle va contribuer à la peur puis à des comportements de fuite. Et dans d'autres contextes, elle va contribuer à l'agressivité, à des comportements d'approche et de violence face à la cible de notre agressivité. Et l'amygdale, elle joue un rôle important, en fait, dans toutes sortes de processus émotionnels qu'on va voir. Je vais tout de suite les nommer ici, mais on parle de la réactivité émotionnelle, la perception émotionnelle, l'apprentissage émotionnel et la saillance émotionnelle. L'amygdale a été observée comme jouant un rôle important dans chacune de ces processus émotionnels-là. Et ce qu'on va voir, ce qu'on va faire à un moment, c'est qu'on va, je pense maintenant en fait, si je me souviens bien de mon PowerPoint, on va regarder chacun de ceux-là, donner un exemple de c'est quoi la réactivité émotionnelle, c'est quoi la perception émotionnelle, c'est quoi l'apprentissage émotionnel, c'est quoi la saillance émotionnelle. Et comment est-ce que l'amygdale joue un rôle là-dedans. Fait que prenons le premier, la réactivité émotionnelle. Et la réactivité émotionnelle, c'est exactement ce que ça dit, c'est vous faites face à un stimulus qui vous fait réagir émotionnellement. Quelque chose vous fait peur. Okay? Ben, ça, c'est la réactivité émotionnelle. Le fait que votre système nerveux a réagi à un stimulus, par exemple externe, par exemple un serpent à terre, avec une émotion, présumément une émotion appropriée, qui est par exemple la peur, okay? Ou la colère, par exemple. Okay? Ça, c'est la réactivité émotionnelle. Le fait que vous passez de pas de peur à de la peur. Okay? Et l'amygdale est très impliquée dans ce processus-là. Okay? Et on a découvert ça de plein de différentes manières, incluant un fameux syndrome qui s'appelle le syndrome de Kluver-Bucy. Je pense dans les années 20 ou 30 qui a été documenté de plein de différentes manières, entre autres en faisant des lésions chirurgicales de l'amygdale chez des singes. Okay? Dans ces fameuses études-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des singes et on crée une lésion au niveau de l'amygdale. Okay? Et ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on expose les singes à des stimuli qui normalement, que les singes ont évolué pas mal pour avoir peur de ces stimuli-là, ce qu'on remarque, c'est que les singes, il y a une perte de peur. Ils n'ont plus peur du tout du stimulus. Et ils vont avoir aussi des comportements étranges qui suggèrent qu'il y a une perte de... Il
y a une perte de vigilance, disons, une perte de peur. Ce qui veut dire qu'ils vont se mettre à consommer oralement toutes sortes de trucs sans discrimination. Donc, ils peuvent se mettre à manger des matières fécales, à manger du plastique, alors que nous, on pourrait s'attendre à ce qu'ils réagissent plus négativement à certains types de choses qu'ils pourraient mettre dans leur bouche sans cette lésion chirurgicale-là. Quand ils ont cette lésion chirurgicale-là, il y a une perte de peur, il y a une consommation orale de toutes sortes de trucs sans aucune discrimination, même des trucs très dangereux. Okay? Il y a une augmentation des comportements sexuels aussi, ce qui est bizarre. Appropriés et inappropriés. Okay? Approprié dans ce cas-ci voudrait dire qu'ils essayent de s'accoupler avec une singe femelle. Inapproprié voudrait dire qu'ils essayent de s'accoupler avec un chat que tu as mis dans la cage ou avec une machine que tu as mis dans la cage. Ça ne fait pas de sens au niveau de leur make-up biologique, là, de vouloir s'accoupler avec un chat. Un singe ne devrait pas être sexuellement attiré à un chat, c'est pas la même espèce, et ainsi de suite. Et donc, on voit des trucs comme ça. Et ils ont une tendance à répondre et à réagir à tous les stimuli. Ça veut dire que c'est comme si il n'y a plus cette tendance à certaines choses ont plus de valeur que d'autres. Certaines choses je devrais porter attention, d'autres je devrais moins porter attention. Tout semble devenir important de la même manière. Donc, ils ont une tendance à répondre et réagir à tous les stimuli qu'on leur montre. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on voit au niveau de la réactivité. Donc, et donc, ça, c'est suite à une lésion chirurgicale de l'amygdale. Donc, on voit ça parfois chez des êtres humains aussi, ce symptôme-là. Pas à cause de lésions faites par exprès, évidemment, mais à cause de lésions accidentelles, par exemple, suite à un traumatisme crânien ou bien une maladie quelconque, ou bien même lors d'une neurochirurgie où on essaie de régler un problème, mais sans faire exprès, on a créé une lésion, par exemple. Et on voit ça aussi. Donc, il y a l'amygdale, et le fait que c'est l'amygdale qui est le site de la lésion, et qu'on voit des changements comme ça au niveau de la réactivité émotionnelle, donc une perte de peur, une tendance à répondre et à réagir à tous les stimuli, une consommation orale sans discrimination, une augmentation des comportements sexuels, mais surtout la perte de la peur, c'est le meilleur argument là, pour dire qu'il y a quelque chose dans l'amygdale qui est responsable de la réactivité émotionnelle. Okay? Un autre exemple, ici chez l'être humain, du lien entre l'amygdale et la réactivité émotionnelle, c'est le cas d'une fameuse patiente qu'on appelle SM, parce qu'à ma connaissance, elle est encore en vie, donc on fait juste pour ne pas révéler son identité, c'est uniquement par ses initiales. SM est une femme, oh mon Dieu, aujourd'hui, elle doit être dans 60 ans peut-être à peu près. Mais elle est étudiée depuis très longtemps parce que c'est un cas très intéressant. C'est une femme qui a eu la maladie de Urbach-Witt, qui est une maladie où il va y avoir calcification de tissus corporels dans le corps. Donc, certains tissus vont venir à se calcifier, ils vont durcir et craquer. OK? Et elle a eu ça au sein de ses amygdales. Ça veut dire que ses amygdales se sont calcifiées et ont craqué et deviennent, je ne sais pas si elles sont, de quelle manière elles sont complètement non fonctionnelles, mais elles sont très peu fonctionnelles comparativement à des amygdales normales. Et ils ont fait je ne sais pas combien de tests avec cette dame-là, de nombreux tests au fil des années. Et un des tests qui est très intéressant, c'est qu'ils ont remarqué dans le fond, en interviewant cette dame-là, que cette dame-là avait peur de rien. Mais comme absolument rien. Elle peut être inquiète pour certaines choses, elle peut être stressée, elle peut savoir que quelque chose est important, mais elle n'arrive pas à avoir peur. Et il y a toutes sortes de cas fascinants où est-ce que cette dame-là est victime d'un hold-up, victime d'une agression dans la rue, où on la pointe au fusil, puis on demande son argent, et ainsi de suite. Et ce qu'elle nous dit, c'est « J'avais pas peur. » J'étais énervé parce que comment ose-t-il me faire ça? Comme j'étais irrité, j'étais insulté, mais j'avais pas peur. Et cette dame-là, donc, semble avoir un déficit au niveau de la peur, au niveau de la réactivité, spécifiquement au niveau de la peur. Et ici, on a des données d'une étude qui date un peu, mais avec cette patiente-là, qui est fascinante, où est-ce qu'on montrait des extraits de films d'horreur à cette dame-là et à des patients normaux, à des gens dont l'amygdale était
normale. Okay? Et ce qu'on faisait, c'est qu'on mesurait le niveau de peur des gens. Puis on avait différentes façons de le mesurer en regardant les expressions faciales, les réactions, en demandant aux gens comment peur ils avaient, et ainsi de suite. Okay. Donc, plus haut va la barre, plus le niveau de peur est élevé. Okay? Les barres grises, c'est les patients normaux. Les barres noires, c'est la patiente SM. Okay? De A à J, c'est différents extraits de films. Donc, on avait montré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 extraits de films. OK? Chose que vous remarquerez tout de suite chez les patients normaux, la peur était assez haute. Ils répondaient avec peur aux différents extraits de films. Mais évidemment, il y a une certaine habituation. Hein? Plus tu regardes des films d'horreur, plus tu t'habitues, plus tu te mets à les trouver rigolos, souvent même. Surtout si c'est des films, des B-movies, vraiment cheap. Parfois, c'est délicieux juste parce que c'est fait cheap et ainsi de suite. Mais donc, il y a une certaine habituation. Les gens réagissent fort au bout d'un moment. Puis plus ils voient des extraits, puis c'est pas les mêmes extraits qui sont répétés, là, c'est différents extraits, mais il y a une certaine habituation. Au bout d'un moment, ils trouvent moins épeurants les extraits, mais quand même relativement épeurants. Je pense que c'était sur 10, l'échelle. Okay? Mais regardez SM, elle, relativement aux autres, elle trouve presque jamais épeurant aucun des extraits. OK? Donc, au niveau de la réactivité émotionnelle, et ça c'est juste une étude, là, il y en avait un paquet, là, qui suggère que SM ne semble pas réagir avec peur à des choses qui font réagir des patients normaux avec la peur, ou des patients qui n'ont pas cette maladie-là avec la peur, je devrais dire. OK? Donc, il y a un problème au niveau de la réactivité émotionnelle, qui est très intéressant. On voit, il y a d'autres études avec SM aussi, qui ont regardé comment ça s'applique au niveau social. Au niveau social, vous savez, quand vous parlez à des gens, les êtres humains, ça varie beaucoup selon les cultures, évidemment, là, mais il semble qu'on ait une genre de bulle alentour de nous, là, où est-ce qu'on considère que si quelqu'un rentre trop proche, si un étranger, si c'est quelqu'un, si c'est par exemple votre copine ou votre chum, ou un parent ou votre enfant qui rentre dans cette bulle-là pour vous donner un câlin ou qui s'approche vraiment de vous, c'est moins perturbant, évidemment. Mais si c'est un étranger que vous rencontrez, on a tendance à être confortable à une distance, à une bulle d'à peu près en moyenne, là, puis ça dépend énormément des cultures, là, mais probablement aux États-Unis, à peu près 0,64 mètres. OK? Donc, quasiment 2 tiers de mètre, par exemple. Tu sais? C'est la distance en moyenne que les gens sont confortables. Et quand quelqu'un rentre plus dans la distance, il y a une certaine réaction de nervosité ou d'anxiété. Ça peut même être un signe de dominance et d'agressivité quand vous rentrez dans la bulle de quelqu'un. D'ailleurs, pensez à ce qu'on fait quand on veut vraiment... Pensez par exemple au match de boxe, au match dans la UFC. Qu'est-ce que les combattants font? Au début, quand ils annoncent le match, très souvent, ils vont se regarder en plein dans les yeux. Des fois, même, ils se touchent même de nez à nez pour se regarder droit dans les yeux. Il y a quelque chose à propos de rentrer dans l'espace de l'autre qui est menaçant. Okay? Or, SM, cette fameuse patiente-là, quand on la laisse naturellement, elle rentre dans l'espace des gens et elle n'a aucun problème à rentrer, à ce que quelqu'un rentre dans son espace. Elle est confortable, disons, à 0,34 mètres. Alors que pour les gens en général, c'est 0,64 mètres. Okay, on parle de moyenne, évidemment. Là, ça varie entre les gens. Là. Mais ce qu'on voit ici, c'est que quelque chose que les gens en situation normale interpréteraient comme une menace, qui est quelqu'un qui rentre trop proche dans mon espace, elle, c'est beaucoup moins ça. Il y a moins ça. Donc, elle répond pas à ça tant que ça avec certaines sensations de menace ou de peur. Tu sais? Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est au niveau de la réactivité émotionnelle, encore une fois. OK? Donc, on a vu le syndrome Kluver-Bucy, on a vu SM avec les extraits de films, ce qu'on voit ici maintenant. Tout ça pour argumenter qu'il y a quelque chose à propos de l'amygdale qui est important dans la réactivité émotionnelle, dans le fait qu'on répond avec peur ou qu'on répond avec une certaine... Tu sais, c'est pas obligé d'être la peur à 100%, là. Ça peut être une certaine sensation d'être
inconfortable parce qu'on se sent menacé ou quelque chose comme ça. L'amygdale est importante là-dedans. Okay? Et l'amygdale est aussi importante dans la perception émotionnelle. Okay? C'est la deuxième des trucs qu'on voit ici. Là. Réactivité émotionnelle, on l'a vu. Perception émotionnelle aussi. Ensuite, on va voir apprentissage émotionnel et science émotionnelle. Okay? La perception émotionnelle, là, c'est plus le fait de réagir avec une émotion, par exemple avec la peur à un stimulus, mais c'est la capacité de percevoir cette émotion-là chez les autres. OK? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'amygdale est important là-dedans aussi, dans votre capacité de détecter que votre voisin, lorsque vous lui parlez, il a peur de quelque chose. Ou de détecter que dans un film ou une télésérie, un personnage démontre de la peur. OK? Il y a évidemment des expressions faciales de peur que les gens peuvent regarder et dire ouais, cette personne-là a peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que des patientes comme HM, qui ont des problèmes au niveau de l'amygdale, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à détecter, à percevoir la peur dans les visages des autres. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on pourrait dire « Ah, donc, ils ont de la misère à reconnaître les émotions dans les visages des autres. » Non, parce que ça semble majoritairement être juste la peur et non pas une autre émotion. Ce qui est vraiment bizarre. OK? Ce qu'on voit ici, ce sont... donc ici, on a un exemple d'une étude là, où est-ce qu'on montrait des visages de peur à HM et à d'autres patients qui n'avaient pas de problème au niveau des amygdales. Oups. Okay. Et on montrait différents visages de peur et je vous en montrer un ici de femme et un d'homme. Là. Et ce que vous voyez, les genres de points avec des lignes, dans le fond, ce que c'est que ça représente là où les gens regardaient. Okay. Plus gros le point, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des points et des lignes. Donc les lignes montrent comment bougeaient leurs yeux. Okay? Donc, pas les yeux de la personne dans l'image ici, là, mais les yeux de la personne qui regardait cette image-là. Elle regardait ici, elle a regardé le front, elle est allée dans les yeux beaucoup, ensuite elle est descendue ici au niveau de la bouche, elle est remontée. Et je pense que les points, vous remarquez qu'il y a des points plus petits puis il y a des points plus larges. Je pense que les plus large le point est, plus longtemps la personne est restée à regarder ce point-là, par exemple. Donc, ça vous donne une idée, puisqu'on voit c'est un genre de pattern en triangle où est-ce que les personnes normales semblent regarder les deux yeux, descendre au niveau de la bouche, faire un genre de triangle. On voit ça ici aussi. Okay? Deux yeux, bouche, triangle, et ainsi de suite. Okay? Donc, ça, c'est le patron pas mal normal de regarder la peur. C'est ce que les gens ont tendance à regarder quand on leur montre une visage de peur. Puis en passant, comment on sait ça? Parce qu'on peut... mettre des genres de caméras sur leurs yeux qui détectent où est-ce qu'ils bougent leurs yeux et ainsi de suite. Ça se fait très facilement en laboratoire. OK, ça c'est les gens normaux. C'est le pattern des gens normaux. Mais maintenant, regardez la patiente HM, elle, ce qu'elle regardait. Ce qu'on voit ici, c'est qu'elle focusait uniquement sur le nez. Elle ne regardait même pas les yeux. Elle ne descendait pas à la bouche. Elle était fixée sur le nez. Okay? Puis, pour une autre photo, ici, la photo de l'homme, regardait le nez et les yeux, mais d'une manière complètement désorganisée, comparativement au genre de pattern en triangle qu'on voit. Je sais qu'ici, il y a un triangle vers le haut aussi, là, mais ce que ça a en commun, c'est le genre de triangle des deux yeux bouche. Hein. Et ce qu'on voit ici, c'est que HM, ses yeux allaient n'importe où. Elle regardait d'une manière désorganisée. D'une certaine manière, ce que ça suggère, c'est que son trouble, son problème au niveau de ses amygdales faisait en sorte qu'elle n'était pas capable de regarder le visage d'une certaine manière pour en détecter la peur. Okay? Et en effet, lorsqu'on lui montrait de la peur, les participants contrôle, ça veut dire ceux qui n'avaient pas ce dommage-là aux amygdales, étaient capables, dans plus de 80% des cas, de dire oui, cette personne-là a peur. Mais SML était juste capable, même moins que 50% du temps. Donc, c'est pas comme si elle était complètement pourrie, mais était vraiment moins bonne. Vraiment moins bonne à dire que la personne était apeurée. Okay? Mais ce qui est intéressant, c'est que les autres émotions que la peur, c'était pas mal les mêmes choses. Les contrôles ont l'air un petit peu moins bons, là, mais non, ils sont pas. Statistiquement, il n'y a aucune différence. Là, donc, c'est vraiment au niveau de la peur que SM avait de la misère à détecter la peur dans le visage des autres.
puis elle a aussi de la misère à réagir avec peur aux choses. Ce qui est intéressant toutefois, c'est que dans certains tests, les chercheurs ont demandé, parce qu'ils ont remarqué que Hachem regardait un peu n'importe où, right? Donc ils lui ont demandé, ce qu'on veut que vous fassiez, c'est que vous regardez l'œil gauche, l'œil droit, l'œil gauche, l'œil droit, là vous regardez la bouche, là l'œil gauche, l'œil droit, là regardez la bouche, là l'œil gauche. Donc quand ils forçaient Hachem à suivre ce genre de pattern-là, un pattern normal, sa capacité de dire oui, la personne a peur, augmentait. Donc, c'est pas nécessairement qu'elle est comme incapable de comprendre que quelqu'un peut avoir peur. C'est pas comme si l'idée de la peur disparaît complètement de sa conscience. C'est qu'elle, elle réagit beaucoup moins avec peur à toutes sortes de choses qui feraient très peur aux gens. Puis, il y a quelque chose qui fait que sa façon de reconnaître la peur dans le visage des autres, elle est désorganisée au niveau des mouvements des yeux. Et si on la force à bouger ses yeux d'une certaine manière, puis à regarder certaines structures et à analyser le visage d'une certaine manière visuellement, on peut faire augmenter sa capacité, sa tendance à dire oui, la personne a peur. Ce qui est très, très intéressant. Mais encore là, donc, c'est relié à l'amygdale, tout ça, évidemment. Okay? Donc ça, c'est une question de perception émotionnelle. Donc l'amygdale est impliquée dans non seulement la réactivité émotionnelle, mais aussi la perception, notre capacité de percevoir les émotions chez les autres. L'amygdale est aussi reliée à l'apprentissage émotionnel. Je vous avais parlé de l'hippocampe tantôt, OK? Et de la mémoire, de la formation de nouvelles mémoires. Il y a énormément de liens entre la mémoire et les émotions. Et il y a une forme, d'une certaine manière, il y a une forme d'apprentissage qui est ce qu'on appellerait de l'apprentissage émotionnel. Où est-ce que il y a une émotion qui est tellement forte à un moment que ça provoque un apprentissage, puis ça fait qu'on va se souvenir de ça, parce que c'était tellement émotionnel. T'sais. Donc, certaines parties de l'amygdale sont impliquées dans les réactions inconditionnées de peur, mais plusieurs sont aussi impliquées dans le conditionnement de la peur, et ça, c'est l'apprentissage émotionnel. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de stimulus conditionnel, stimulus inconditionnel, mais si, par exemple, je déclenche un bruit très très fort qui vous fait sursauter, qui vous fait peur, okay? Ça c'est un stimulus inconditionnel ou inconditionné, parce que vous répondez avec peur et vous n'avez pas eu besoin d'apprendre que c'était épeurant. La force du bruit, le volume, l'intensité, le fait qu'il arrive soudainement, ça va vous faire sursauter, ça va vous faire peur. C'est un stimulus inconditionné. J'ai pas besoin de vous faire apprendre à avoir peur à ça. Votre amygdale va répondre à ça parce qu'elle fonctionne bien. Chez Hachem, ça ne fonctionnerait pas, par exemple. Elle serait curieuse à propos du bruit, elle serait énervée par le bruit, mais elle n'aurait pas peur. OK? Non. Mais l'amygdale, ce que je peux faire aussi, c'est que en pairant, par exemple, disons que vous faites face à un écran, puis cet écran-là, des fois, il y a un petit point rouge dessus qui s'active. Et à chaque fois que j'active le petit point rouge, je mets le bruit qui fait peur. J'ai juste besoin de faire ça une couple de fois, que là, à un moment, j'ai juste besoin de vous montrer le point rouge, que vous allez vous mettre à avoir peur en prédiction du bruit. Right? Ça, c'est du conditionnement classique. Okay? J'ai pairé le point rouge avec le bruit qui fait peur, de sorte qu'à un moment, j'ai juste besoin de vous montrer le point rouge et vous allez réagir avec peur en attente du son épeurant. Okay? Et donc, l'amygdale est aussi beaucoup impliquée là-dedans, dans le conditionnement de la peur. Okay? Extrêmement impliquée. De sorte qu'on croit que sous certaines conditions de stress chronique ou d'émotions intenses, cette amygdale-là, réagir devenir trop sensible. Okay? Être trop sensible, et il va y avoir ce qu'on appelle de la potentiation à long terme, ce qui veut simplement dire que votre amygdale va contribuer au fait que vous allez apprendre à avoir trop peur de quelque chose. Et très rapidement, et ça va être très difficile à défaire. C'est ce que c'est les phobies, par exemple. Okay? D'une certaine manière,
Ben, vous savez peut-être que, bon, il y a certains objets de phobie dont c'est rationnel d'avoir peur. Comme par exemple, je sais pas, la phobie des chiens. Ouais, il y a peut-être certains chiens qui peuvent être dangereux. Ouais. Mais la phobie des clowns, ça fait aucun sens. OK? La phobie des araignées, ça fait aucun sens. Vous ne vivez pas dans un monde où des araignées peuvent être dangereuses pour vous. À certains endroits du monde, oui, mais pas nous autres. OK? La phobie des mascottes, ça fait aucun sens. Okay? C'est juste pas des dangers. Mais dans certains cas, et c'est encore un mystère beaucoup, hein, les phobies, mais il y a certains cas où est-ce que l'amygdale est trop sensible et apprend trop facilement que certaines choses sont épeurantes. C'est ce qu'on appelle la potentiation à long terme, et ça reste. Ça reste à long terme, vous n'êtes plus capable de vous en défaire, ce qui fait que vous développez une phobie pendant une longue partie de votre vie ou même toute votre vie. C'est ce qu'on retrouve aussi au niveau du stress, du syndrome du stress post-traumatique. Le STPT. Ce qu'on voit là, souvent, ce syndrome-là, c'est parce qu'on a vécu une période de stress chronique intense, soit être en combat ou être victime d'un événement quelconque. On a célébré récemment... le monde s'est souvenu récemment des attentats du 11 septembre, OK? Donc ça, il y a eu beaucoup de stress post-traumatique suite à ça. Donc on parle de contextes où on a un stress chronique pendant très très longtemps. Et dans des contextes comme ça, il y a beaucoup de glucocorticoïdes, il y a beaucoup d'hormones de stress, l'amygdale répond beaucoup à ça. Et l'amygdale peut devenir trop sensible et apprendre à déclencher une réaction de peur en réaction à toutes sortes de trucs. Et ça se passe à long terme. Là, ça va durer pendant des années et des années. Ce qui fait, par exemple, que dans le stress post-traumatique, quelqu'un peut revenir de guerre et avoir une crise de panique lorsqu'il entend n'importe quel bruit, un boom dehors, par exemple, que quelqu'un d'autre dirait « Ah, mais c'est probablement pas dangereux, c'est peut-être un moteur d'une voiture ou quelque chose qui est tombé. » Mais la personne, elle se met à capoter parce que, évidemment, son amygdale a appris à réagir avec peur à ça. T'sais? Donc, l'amygdale est très, très impliquée dans l'apprentissage des émotions, l'apprentissage émotionnel, c'est-à-dire le fait de relier des stimuli avec une réaction, et souvent avec une réaction de peur. OK? On a ici un exemple d'une étude. On peut mesurer la peur chez les humains de toutes sortes de manières, mais une façon qu'on peut la mesurer, c'est par la conduction dermale. OK? La façon dont la peau des mains conduit l'électricité. Lorsque vous êtes en réaction de peur, ou de stress, de nervosité, vos mains sont plus moites et donc ça conduit l'électricité de manière différente. Et donc, on peut mesurer comment nerveux ou comment peur vous avez en fonction de la conduction dermale. Okay? Et on peut détecter des différences avant même que la personne elle-même dise « Ah, là, je pense que j'ai peur ». C'est le fun parce qu'on peut détecter de la peur avant même que la personne soit consciente de ça. Okay? Et on peut utiliser ça pour voir comment les gens réagissent à toutes sortes de trucs. Et on a des études où est-ce qu'on montre des jolies images de veaux et de fleurs et des belles trucs, et on voit que les gens n'ont pas peur, et ensuite on montre des images agressives ou des trucs épeurants, et on voit qu'il y a une différence au niveau de la conduction dermale. Avant même que les gens trouvent ça épeurant, leur système a déjà commencé à réagir avec cette réponse émotionnelle de peur. Okay? Souvenez-vous que le fait de ressentir la peur, dans le sens où le fait d'être conscient de ça, ce n'est qu'une composante de la peur, right? Il y a toutes sortes de composantes qui agissent dans cette réponse émotionnelle-là avant que vous soyez conscient. Et donc, il y a des études qui ont regardé chez des patients normaux et des patients avec des amygdales endommagées, cette fameuse conduction dermale-là, OK? Et en utilisant des stimulus conditionnés puis des stimulus inconditionnés, OK? Donc, justement... lumière rouge, ça fait pas peur. Une lumière rouge, ça vous fait pas peur, mais un énorme bruit, pow, par exemple, ça vous fait peur.
Alors, je vous montre lumière rouge, pow, lumière rouge, pow, lumière rouge, pow, lumière rouge, pow. Au bout d'un moment, je vous montre juste la lumière rouge, puis là, vous préparez au pow, vous préparez au bruit. Okay? Donc, si on fait ça plusieurs fois, puis on mesure votre conduction dermale, on va voir après, je sais pas moi, 10, 15 essais comme ça, je vous ai conditionné au niveau de la peur. Et ce qu'on va voir, c'est que chez des patients normaux, OK, quand je vais vous montrer le stimulus conditionné, ça veut dire la lumière rouge, on va voir pip, une montée au niveau de la conduction normale, ça veut dire une petite réaction de peur. Okay? Peut-être pas aussi grande qu'elle pourrait l'être, mais vous allez quand même réagir avec peur, même si ce n'est pas suivi par le son. Le fait que j'ai pairé dans votre esprit, le fait que c'est pairé avec le son, si je vous montre juste la lumière rouge à un moment, pip, vous allez avoir une petite réaction de peur, au bout d'un moment, elle va descendre. Puis là, si je vous laisse revenir à la normale, puis je vous mets le son, pow! Là, une grosse réaction de peur, par exemple. OK? Ça, c'est normal. OK? Mais j'ai réussi à vous faire réagir avec la peur, telle que mesurée par la conduction dermale, simplement en vous montrant la lumière rouge, parce que j'ai pairé dans votre esprit que la lumière rouge était reliée à le son. Des patients avec des amygdales endommagées, on va faire exactement la même affaire. Lumière rouge, pow, lumière rouge, pow, lumière rouge, pow, ainsi de suite, 10, 15 fois, 20 fois. Okay? Puis ensuite, on va leur présenter la lumière rouge, puis on regarde au niveau de la conduction dermale, rien. Zéro changement. Ils ne répondent pas du tout au fait. Il n'y a comme pas eu d'apprentissage émotionnel. Puis là, on dit, c'est peut-être parce qu'ils sont incapables d'avoir peur. Souvenez-vous, hein, la patiente HM, elle était... Elle, entre guillemets, n'avait pas peur. Peut-être qu'il y a des choses qui la faisaient peur, mais elle avait beaucoup moins peur, puis on aime bien dire qu'elle n'avait pas peur. Mais ce n'est pas tous les patients avec des amygdales endommagées qui vont être complètement privés de peur. C'est pas nécessairement tous les cas. Mais ici, dans cette étude-là, ce qu'on verrait, c'est qu'ils n'ont pas du tout appris à avoir peur. Il y a comme zéro changement. Puis là, vous pourriez vous dire, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir peur. Non, parce que vous mettez le son, le stimulus inconditionné, pow! Puis là, la conduction dermale monte. Donc, ils répondent au son avec peur. Mais ils ne sont pas capables d'apprendre. Dans leur cerveau, on dirait que les problèmes au niveau des amygdales font en sorte qu'ils ne sont pas capables de faire la connexion entre la lumière et le pow au niveau émotionnel. Si vous leur demandez, cognitivement, je pense qu'ils pourraient vous dire, j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu mets la lumière, tu mets le pow. Fait qu'ils savent très bien qu'il y a une connexion temporelle entre les deux, là, qu'il y a un lien. Mais émotionnellement, ce lien-là n'existe pas. Dans le sens où simplement montrer la lumière ne déclenche pas une réaction de peur dans l'anticipation du bruit. Okay? Donc ça, c'est des exemples qui montrent que l'amygdale est très importante dans l'apprentissage émotionnel. Okay? Des problèmes peuvent faire en sorte qu'il n'y a pas d'apprentissage émotionnel, comme dans ce cas-ci. Mais des problèmes peuvent aussi faire en sorte qu'il y a trop d'apprentissage émotionnel, comme dans le cas des phobies ou du stress post-traumatique. Donc, c'est ça que je veux que vous compreniez là. C'est pas problème au niveau de l'amygdale égal, la personne ne peut plus apprendre à réagir émotionnellement à des trucs. Ça peut être ça, comme dans le cas ici. Mais problème à l'amygdale peut aussi vouloir dire l'inverse. La personne apprend trop à répondre émotionnellement au truc. Elle associe la panique et la peur à tous les bruits qui ressemblent à telle affaire. Et alors que ça serait santé d'avoir peur si tu entends le bruit d'une mitraillette ou d'une bombe, mais pas avoir peur nécessairement si tu entends le bruit simplement d'un moteur qui passe et qui fait tout, par exemple, dans la rue à un moment. C'est normal de sursauter, mais pas que ça déclenche une crise de panique. Là. T'sais? Et c'est ça qu'on retrouve souvent au niveau du stress post-traumatique. Évidemment, c'est beaucoup plus large que sur le stress post-traumatique, là. Mais c'est pour dire que ce qu'on a, ou dans les phobies, pour dire que ce qu'on a ici, c'est qu'on a une amygdale qui apprend trop à réagir avec peur à toutes sortes de trucs qui techniquement ne devraient pas être épeurants, alors qu'ici, on a une amygdale qui n'apprend pas du tout à réagir avec peur à quelque chose qui techniquement devrait être pairé avec la peur. Okay? Donc, l'amygdale est impliquée dans l'apprentissage émotionnel. Et finalement, l'amygdale est aussi appliquée dans la science émotionnelle. C'est le dernier processus dont je voulais parler, okay, dans ma liste. Là. Et la science émotionnelle, c'est que, regardez, dans la vie,
il y a des choses que l'on trouve importantes, pas nécessairement parce qu'elles déclenchent la peur ou la colère ou la joie ou une émotion quelconque. Vous êtes juste capable de dire, il y a des choses qui sont importantes. Ça, c'est important. Cet événement-là est important. Okay, c'est ça qu'on veut dire par saillance émotionnelle, qu'il a une certaine importance. Il est saillant. On le remarque. Okay? Si vous êtes assis sur un banc public dans un parc et que vous voyez deux événements. Le premier événement, c'est un monsieur d'un âge moyen qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, habillé comme Monsieur Tout-le-Monde, qui marche de manière complètement normale et qui tient une valise qui a l'air complètement normale. Puis il passe. Bon, ça, c'est un événement. Regardez ça. Deuxième événement, vous voyez, c'est un vieux monsieur tout recourbé qui a son portefeuille dans la main et qui marche avec difficulté. Et là, vous voyez quelqu'un passer et prendre son porte-monnaie et partir en courant. OK? Ben, ça ne devrait pas vous faire peur, ça. Peut-être que vous auriez un peu de peur. Mais imaginons, parce que c'est pas à propos de vous, ou imaginons même que vous voyez ça dans un film, fait que vous êtes détaché vraiment de ça, plus parce que c'est un film. Okay. La première scène est beaucoup moins émotionnellement saillante que la deuxième. La deuxième est plus émotionnellement saillante, vous allez vous en souvenir, c'est plus saillant, il y a plus de quelque chose qui est arrivé. Okay. Sans que ça a déclenché chez vous la peur ou de la colère, des choses comme ça. C'est juste plus important, c'est une scène plus importante que la première scène où on voit Monsieur Tout-le-Monde passer d'une manière complètement normale. Okay. Et en passant, c'est beaucoup relié à la conscience, ça, parce que dans votre quotidien, il se passe une infinité d'affaires. Mais vous êtes conscient uniquement d'une minorité d'affaires. Et la minorité d'affaires dont vous êtes conscient, c'est des choses qui sont saillantes pour vous émotionnellement, des choses qui sont importantes. Okay? Sans nécessairement qu'elles déclenchent toutes sortes d'émotions. Et l'amygdale serait impliquée là-dedans. L'amygdale jouerait un rôle dans la perception de la saillance émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à discriminer entre des choses qui sont importantes et des choses qui ne sont pas importantes. Elle vous indiquerait qu'un stimulus est important et pertinent pour vous. Et donc, elle serait impliquée dans la perception de ce qui est important. Et oui, il y a peut-être un aspect émotionnel à ça, mais pas nécessairement. OK? Pas nécessairement. Et elle s'activerait, entre autres, si on prend biologiquement, qu'est-ce qui est vraiment important au niveau biologique? La reproduction, quoi? Mais évidemment, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de reproduction, ben, l'espèce finit là. C'est terminé pour Homo sapiens sur Terre. Donc, les gens sont trouvent pas mal pertinent pour eux toutes sortes de choses qu'ils pourraient avoir, surtout les gens qui sont en âge de procréer, trouvent pas mal pertinent pour eux toutes sortes de trucs qui pourraient donner lieu à des comportements sexuels. Et ce qu'on trouve entre autres, c'est que chez les mâles de toutes sortes d'espèces, incluant les êtres humains, l'amygdale s'active pendant l'activité sexuelle. Ce qui suggère que cette activité sexuelle-là est perçue comme quelque chose de pertinente et importante. Et évidemment, au niveau biologique, elle l'est. C'est, à part se nourrir pour survivre, puis éviter les prédateurs, se reproduire, c'est le deuxième plus important. Au niveau biologique purement, pas au niveau humain, puis philosophique, puis artistique, mais au niveau biologique. Et ce qu'on est, ce sont des êtres biologiques. Donc, chez les mâles, entre autres, cette amygdale-là s'active pendant l'activité sexuelle. Puis vous devriez voir comment c'est bizarre, parce qu'elle s'active pendant la peur, elle s'active pendant l'agressivité, mais pendant la peur aussi, mais elle s'active aussi pendant une des activités les plus motivantes et plaisantes chez l'être humain, qui est l'activité sexuelle, qui est comme, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. On ne parle pas d'un cas où est-ce que une victime de viol, on a une activation des amygdales. Je garantis à 99,9% qu'on en verrait une, évidemment. Mais on parle ici d'une relation normale, consensuelle, et il y a activité
Il y a activation de l'amygdale. Pourquoi? Parce que c'est pas à propos de la peur ou de la panique, c'est à propos vraiment du fait que le cerveau attribue une importance et une pertinence à cette action-là, parce que biologiquement, c'est extrêmement important. Comme je vous dis, si vous ne vous reproduisez pas, une fois que vous mourrez, vos gènes à vous sont finis, et si tout le monde choisit de ne pas se reproduire sur Terre pendant juste une génération, l'être humain n'existe plus dans l'univers, c'est fini. Donc c'est extrêmement important au niveau biologique. Mais c'est intéressant le fait que ça s'active chez les mâles pendant l'activité sexuelle, parce que ça amène toutes sortes de questions. Comme par exemple, on a remarqué que il y a comme souvent une confusion entre l'activation reliée à l'agressivité, entre l'agressivité et la réponse sexuelle, dans le sens où il y a certaines personnes, pensons au viol entre autres, ok? C'est bizarre que chez certains hommes, entre autres, une minorité évidemment, et Dieu merci, on aimerait que ça soit 0, mais ça l'est pas, le fait que la victime du viol est en détresse, on dirait que c'est encore plus attirant pour le violeur. Et il y a des violeurs qui vont être particulièrement agressifs parce que ça semble nourrir encore plus l'expérience sexuelle qu'ils ont. Je ne sais pas si on peut même appeler ça une expérience sexuelle si c'est pas consenti, mais en tout cas, la pénétration, disons. Et donc, il y a un lien chez certains hommes entre l'agressivité et le sexe. Et là, je parle de viol, mais on peut aller dans un contexte beaucoup pas pathologique du tout, si on regarde au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui les kinks ou les fétiches ou les pratiques sexuelles qui ne sont pas standards, mais qui peuvent être complètement consentantes. Vous avez des couples, et entre autres des hommes, pour qui la douleur, soit en infliger ou des fois aussi en recevoir, ou l'agressivité, l'idée d'agressivité, l'idée de tirer ou de pincer sa partenaire ou de serrer sa partenaire au niveau du cou, par exemple, peut faire partie de l'expérience sexuelle et est grandement plaisante. Et vous avez même des partenaires qui ont des relations sexuelles basées là-dessus, consentantes, où est-ce qu'ils vont faire du role-playing qui implique beaucoup d'agressivité. Et ça suggère, et ces pratiques sexuelles-là, que techniquement on aurait pu voir comme juste étranges, on peut se demander, est-ce que c'est relié au fait que l'amygdale est active autant dans l'agressivité puis la peur que la réponse sexuelle chez les mâles. Et donc, est-ce que ça expliquerait pourquoi chez certains hommes, il y a un lien là, entre les deux, tu sais? Est-ce que ça pourrait justement nous donner des indices sur le lien entre la sexualité et la violence, qui est présent malheureusement? Okay? La sexualité, la pénétration est parfois utilisée en tant qu'arme. Hein? Pensez à des viols collectifs dans des zones de guerre ou des trucs comme ça. Souvent, la pénétration, puis je appelle ça la pénétration parce que la sexualité, moi, je vois ça comme deux adultes consentants. Si c'est un viol, je vois plus ça comme la sexualité, je vois ça uniquement comme la pénétration, est souvent utilisée pour blesser, moralement ou physiquement, évidemment, à titre de violence elle-même. Et ça, c'est rudement intéressant et ça semble être relié au fait, en partie, qu'on a des structures dans le cerveau qui s'activent autant au niveau de la réponse sexuelle parce que c'est une réponse qui est pertinente et importante, mais aussi au niveau de l'agressivité et de la peur, et donc qui pourrait donner lieu à des comportements étranges comme ça, dans le fond. Étranges dans le sens que on souhaiterait qu'ils n'existeraient pas, évidemment. Et ça pourrait donc expliquer partiellement mécanisme neurologique de l'agression sexuelle. Et dans le sens où il n'est pas impossible que les agresseurs sexuels, peut-être, je dis ça comme ça, il n'est pas impossible que chez les agresseurs sexuels, il y a des différences au niveau de l'amygdale, dans la façon dont l'amygdale est connectée ou comparativement aux gens qui ne feraient jamais ça, par exemple.
C'est pas pour déresponsabiliser ces gens-là, pour dire « Ah, c'est pas de leur faute, c'est la faute de leur amygdale ». Les gens doivent être responsables de leur comportement. Puis c'est pas les amygdales qui font des comportements, c'est des gens qui font des comportements. Okay? Mais il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être quelque chose là. Mais c'est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Et donc ces questions-là sont vraiment pour nous faire réfléchir plus que d'autres choses. Je vais arrêter ici. Je vais parler du striatum et du cortex frontal après. Ciao, ciao.